Bienvenue dans Elite. Ici, on reçoit les entrepreneurs du quotidien. Et pour le dirigeant, de l'époque, ça faisait lourd. C'est un peu différent de ce qu'on vit dans les entreprises traditionnelles où le dirigeant doit assumer toutes les casquettes. Le chiffre d'affaires, l'entreprise de transport fait 1 million, là cette année elle va faire 1,4 million, 1,5 million. Bienvenue dans Elite. Ici, on reçoit les entrepreneurs du quotidien, ceux qui construisent, qui vendent, pas que du rêve. Aujourd'hui, on reçoit Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour. Je te laisse te présenter. Donc Benjamin Le Guen, gérant du magasin Biocop à Bels, donc entre Lorient et Vannes, et président de la filière locale bio 56 et responsable de l'association ARB Mab, une entreprise de mutualisation de services pour les magasins. Voilà. Beaucoup de projets. Beaucoup de projets, c'est ça. Alors, on va commencer par le début. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, ton histoire personnelle, ton parcours peut-être scolaire, comment tu en es arrivé à où tu en es aujourd'hui? Moi, je suis issu d'une formation en informatique de gestion. C'était début des années 2000. Voilà. Et j'ai passé donc 10 ans dans l'informatique, directeur d'une structure de développement. C'était une boîte qui faisait des logiciels pour les transporteurs. Et donc moi j'étais en charge du développement, de l'outline, des outils. On avait un site en France et un site en Espagne. Et en fait j'ai quitté ça il y a voilà, début 2011. Quand mon fils est arrivé, en fait, voilà. Et ça a été le début d'un changement de vie, un petit peu l'envie de tourner la page. Je m'y retrouvais plus forcément dans les valeurs qui étaient proposées. Tu vois, c'est de l'informatique où on presse un petit peu, le développement. On va pas forcément chercher la qualité. Il faut que ça sorte, il faut que les produits sortent. Et c'est un modèle qui est lié aussi à une époque. À une certaine pression autour des boîtes de développement, et donc parfois on promet, on vend, et en fait du coup c'est pas forcément satisfaisant. On met les équipes sous pression, il faut que ça passe, il faut que ça sorte. Et j'ai fini par d'abord me perdre dans ce modèle, et puis finir par me retrouver et me dire du coup ça marche plus, quoi. Donc j'ai quitté la boîte, et puis ensuite ma femme a quitté son entreprise aussi. Et on est parti vivre sur les routes de France en se disant on a vendu notre maison, et on est parti avec les enfants en se disant il n'y a plus rien derrière, il n'y a plus qu'une aventure à créer devant. Ok. Voilà. En disant on va parcourir la France et on verra sur quoi on tombe. Est-ce que tu es parti d'où du coup? Donc je suis parti du côté de Poitiers, Ok. voilà. Et on a fait la Méditerranée, on a fait toutes les Massif central, et cetera. On s'est déplacé en zigzag comme ça, en se disant il y a pas de but précis, de lieu précis. On va voir s'il y a des choses avec lesquelles on match un peu. Et en fait, c'est un parcours un peu initiatique, c'est-à-dire que c'est l'occasion de se re-questionner sur soi, en jeunes parents, donc aussi sur qu'est-ce qu'on a envie de construire avec nos enfants, quelles ont été nos erreurs du passé. Donc c'est un lieu où on a passé beaucoup d'heures d'introspection, tu vois. Et complètement par hasard, on est arrivé dans le coin. C'est vraiment le hasard, tu vois. C'est le mot Loc Michelic, ça nous fait marrer. Donc en camping-car, on tourne à gauche et on va à Loc Michelic. Enfin, tu vois, c'est vraiment c'est le truc. Et on arrive sur la ville de Port-Louis, on tombe amoureux de Port-Louis. Et on décide de se poser dans la région. Voilà. Donc ça a été un peu le voyage hyper résumé, quoi, parce que quand tu le vis, c'est très intense, mais là, je te le fais en 30 secondes. Combien de temps ça a pris ça? Ça a été 6 mois de notre vie sur les routes. Voilà, donc entre la préparation avant et le après, ça prend plus de temps que ça, mais 6 mois à vivre sur les routes, et c'est très particulier, hein, parce que ça impose, comme en fait, dans un 9 mètres carrés, parce que ça fait ça à peu près un camping-car, tu peux pas emmener grand-chose. Et quand tu te dis je veux rien laisser derrière, c'est-à-dire qu'il faut que tu épures totalement ta vie en te disant tout doit tenir dedans, puisque je sais pas pour combien de temps je pars, je vais pas laisser d'affaires à mes proches, donc il faut que ça tienne à l'intérieur. Donc tu dois faire des choix. En plus, vous aviez un enfant du coup? On avait 2 enfants. Deux en plus. Ouais, 2 enfants. Quel âge? Très petits, 4 ans et 2 ans.
Voilà, donc il faut gérer, les couches, les siestes, les biberons, voilà. Mais par contre, c'est une aventure qui a aussi, fédéré notre famille, soudé notre famille, aussi petits qu'ils étaient, ça les a marqués, tu vois? Ça c'est on a pris l'habitude de vivre, eux très jeunes dans des petits espaces ensemble. Quand tu as une contrainte de pluie, pendant 3 jours, et que tu es dans 9 mètres carrés avec 2 petits, tu as intérêt à être malin sur sur comment ça se passe. Donc c'était, bon, ça a été un super moment de vie, quoi. Ouais. Voilà, ouais. Et alors professionnellement, comment ça s'est passé pour toi, du coup, quand vous vous êtes installé à Port-Louis? Mais en fait, on s'est installé à Port-Louis, mais déjà, de toute façon, depuis qu'on a les enfants, on s'est fixé une règle, c'est qu'on voulait éviter autant que possible, crèche et nounou. OK. Voilà. Donc depuis le 1er, et on s'est dit jusqu'aux 6 ans du dernier, un bossera, l'autre restera à la maison D'accord. et on alternera, quand, l'un des 2 en aura marre, quoi. Donc on a fait ça. On a essayé d'alterner. OK. Un bosse, l'autre bosse pas, et cetera, et donc en fait, quand on est arrivé dans la région, c'est, ma femme qui a trouvé un boulot, elle était aide-soignante à l'époque. Donc elle a trouvé un boulot d'aide-soignante, donc moi je me suis occupé des enfants et de l'école. J'étais investi dans l'école. Et puis, elle arrivait sur une fin de contrat et moi, on m'a fait une proposition, pour trouver un poste, un 30 heures, dans le rayon vrac, du magasin, OK. Biocoop, à Bels. Donc, du coup, bah, ça tombait bien, tu vois? C'était Très le bien. bon moment pour une alternance et du coup, j'ai embrayé. OK. Voilà. Tu engagé là-bas? Je me suis engagé là-bas, mais vraiment c'était, l'idée c'était un poste, tu vois? Je voulais plus de gros postes à responsabilité, j'avais besoin d'une vraie pause, dans mon investissement pro, quoi, et puis j'avais pris de l'investissement associatif dans l'école parce que c'est une école, Diwan, donc Ouais. école associative, donc c'était déjà du temps et de l'énergie, donc c'était un job où je voulais pas plus que ça me rentrer. Bon, l'histoire m'a donné tort, mais c'est à ce moment-là, c'était ça l'idée, quoi. OK, parce que du coup, comment on passe du 30 heures, à Biocoop à aujourd'hui avec Parce qu'on aime entreprendre déjà, je pense, parce que c'est des projets passionnants. Pourquoi j'avais décidé d'arrêter? Parce que je m'y retrouvais plus dans le sens. C'était une perte de sens, mais l'envie de faire, elle est toujours là, et le réseau Biocoop, j'ai trouvé du sens, beaucoup de sens, parce que c'est un réseau qui est hyper ancré dans ses valeurs, tu vois? On essaye de défendre, un modèle de société, mais ça c'est pas rien quand on dit modèle de société, c'est, comment on défend sur un territoire du mieux manger pour les citoyens qui y vivent, comment on essaie de défendre des meilleures conditions de travail pour les salariés, comment on décide d'avoir un meilleur pouvoir d'achat pour nos fournisseurs. Enfin, donc c'est beaucoup de pans, heu et globalement, on essaie quand même d'être assez fort, ancré sur chacun de ces pans-là. Donc finalement, là, je m'y suis retrouvé. Mais pour autant, j'avais pas plus envie que ça de remettre trop le pied à l'étrier, enfant jeune, voilà, tu vois? pas trop d'ambition au début, quoi. Pas trop de pas Ouais, 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 c'est ça, ouais. Envie de freiner les ambitions, voilà, et en fait, le magasin dans lequel on était a grossi, on a déménagé. On avait un magasin qui faisait 250 m², et on avait, la ville de Belle, c'est une ville qui est en développement avec, la population qui a du pouvoir d'achat, et du coup, on a eu la capacité de proposer sur le territoire un magasin plus grand, donc avec une offre en bio plus importante, et donc on a, décidé de déménager, monter ce nouveau magasin, et pour le dirigeant, de l'époque, ça faisait lourd. Ouais. Lui avait, monté ce projet, du premier magasin parce que c'était un grand militant de la bio, et avec l'idée de, ben moi, gérer une boîte de 8, c'est mon créneau et ça va. Au-delà, ça peut faire beaucoup. Bon, donc ce nouveau magasin, je devais être avec lui et le seconder, D'accord. et en fait, on a vécu la période Covid, heu, à l'ouverture du magasin quelques mois après, parce qu'on a ouvert en juin 2019, donc tu vois, mars 2020, c'est très récent, enfin, c'est juste après. Mauvais timing, ouais. C'est-à-dire que lui, il était encore dans la fin de la finition du montage du projet, des documents et c'est des lourds projets parce que là, on est sur un bâtiment qui fait 800 m², magasin de 400 m² de surface de vente, une équipe de 15-20 personnes, enfin donc c'est beaucoup plus lourd. Et pour comparer, c'était quoi la surface du 250 m² de surface de vente, là on passe à 400, donc on double pas, mais pas loin.
avec des rayons qui sont très impactants comme des rayons boucherie. Un rayon boucherie, ça demande un investissement hyper lourd parce qu'en termes d'hygiène, ce n'est pas les mêmes process, en termes de vente, tu fais de la production sur place. Enfin, donc il y a beaucoup de choses que ça, que ça ajoute au métier de dirigeant dans la manière de monter son modèle économique, ses projections, sa gestion d'équipe. Donc sur tous les pans, c'est différent. Et ça a fait trop lourd pour lui. Il m'a laissé le bébé, il n'a pas pu continuer, quoi. Il a fait un burn-out. Je me suis retrouvé du coup seul à devoir assumer un projet qui était encore fragile parce qu'à peine monté, quoi. Voilà. Porté volontaire ou on te l'a vraiment laissé, tu pas le choix? Ben, ça a été un effet un peu étau que j'ai ressenti, c'est-à-dire à la fois lui qui s'en allait et qui était quand même satisfait que je puisse prendre le relais. Et de l'autre côté, une équipe qui me disait, en fait, on te connaît et on aimerait bien que tu puisses porter le projet plutôt que de faire venir quelqu'un d'extérieur. Donc si ça peut être toi, c'est quand même pas mal, quoi. Ouais. Voilà, et c'est dur de refuser ça, c'est des chouettes projets. Donc, Aujourd'hui, c'est toi qui gères ce biocop. voilà, alors c'est là où il faut peut-être que je t'explique un peu le modèle, parce que cette entreprise-là, c'est un modèle particulier, et le réseau aussi, je pense, c'est pas mal que je te donne juste les grandes lignes. L'entreprise est en format SCOP, donc c'est les coopératives de salariés. Ça veut dire quand l'entreprise, les associés de l'entreprise, ce sont les salariés. D'accord. Et moi, je suis salarié, et je suis élu avec un mandat de dirigeant, de gérant d'entreprise. Mon mandat est de 4 ans. Et donc tous les 4 ans, si je souhaite continuer et que eux souhaitent me conserver, je peux repartir pour un mandat de 4 ans. Et puis encore un autre et un autre. Il n'y a pas dans nos statuts, on n'a pas écrit de limite, quoi. Mais la limite, je peux me l'imposer moi et partir au bout de 2. Et donc c'est un format qui est plutôt chouette parce que c'est l'investissement des équipes est différent. On se fait une assemblée générale une fois par an. Donc tous les salariés ne sont pas obligés de devenir associés. Ils ont 1 an obligatoire en tant qu'associés, mais après, au bout d'1 an, ils peuvent décider de dire moi, je m'investir dans la gestion de l'entreprise, c'est trop lourd pour moi. Donc je prends du recul et je suis simplement salarié, ce qui est déjà un beau poste. Et d'autres peuvent avoir envie de participer à l'élaboration du projet. Parce qu'en gros, ils ne sont pas dans la direction du quotidien de l'entreprise, ça c'est mon rôle de chef d'entreprise. Mais par contre, ils sont avec moi sur l'élaboration du projet, vers où on veut emmener notre entreprise. Voilà. Donc c'est un peu différent de ce qu'on vit dans les entreprises traditionnelles où le dirigeant doit assumer toutes les casquettes et doit assumer aussi celle de donner l'horizon, quoi, vers où on va. Et ça, on essaye de l'écrire ensemble. Ouais, j'avais Voilà. parlé de ce modèle jusque-là, tu vois. Ouais, les scopes, en fait, moi je fais partie du conseil d'administration des scopes, donc j'essaye de beaucoup en parler parce que c'est un format d'entrepreneuriat qui est extraordinaire. Ça permet d'être pas seul aux manettes, ça permet aussi de se dire quand j'ai envie de stopper, je peux aussi reprendre un poste dans l'entreprise et passer le relais à un autre qui prend le poste de dirigeant. Donc c'est moins lourd. Ça permet aussi d'aller vers un modèle, et c'est celui vers lequel j'ai envie de destiner l'entreprise, qui est celui d'une co-gérance. Donc nous, normalement, les associés ont validé le projet. Bientôt, on devrait passer en co-gérance. C'est-à-dire que je ne serai plus seul chef d'entreprise, on sera deux salariés. Ok. Et on assumera la charge d'entreprise tous les deux. Ok. Voilà. L'entreprise ne m'appartient pas. Ouais. Du coup, je ne l'ai pas achetée et je ne la revendrai pas. Oui. Voilà. Ok. Donc c'est aussi moins lourd. Oui. En termes d'investissement, dans la tête, ça imbrique pas les mêmes cases. C'est ce que j'allais dire, l'investissement moral, du coup, pas du tout. Alors, il peut être tout aussi fort parce que, tu vois, moi, j'ai quand même récupéré une entreprise qui était avec un modèle économique complexe. On a vécu dans la bio post-Covid une crise. Ouais. Et donc, je me suis retrouvé avec un magasin tout neuf dans un moment de crise. Donc, économiquement, j'ai vécu un taquet, un revers, quoi. Et donc là, en tant que chef d'entreprise, t'es comme tout le monde. Tu comptes tes sous, tu remontes tes modèles, tu vas voir tes banques, tu négocies. Ça ne change rien à la pression du quotidien. Une fois que les associés ont décidé du cap à donner pour l'entreprise, ils sont salariés aussi de l'entreprise. Et là, tu es le chef de l'entreprise, donc tu dois leur donner un cadre sécurisant de travail, tu dois imposer des règles de fonctionnement. Donc, il y a un moment où tu es quand même ta casquette de dirigeant. Donc, des fois, ce qui est plutôt, peut-être certainement moins complexe, c'est que tu as moins investi de billes personnelles.
Par contre, ce qui est plus complexe, c'est la double casquette. Ouais, oui, Que tu dois toi avoir et que les équipes doivent avoir aussi. Il y a une certaine souplesse intellectuelle à prendre quand on fait nos réunions collectives pour décider du cap. Je suis certainement celui qui sait le plus de choses parce que je suis à la manœuvre du quotidien de la gestion. Mais pour autant, il faut que j'alimente pour que le projet, ce ne soit pas mon projet oui. et qu'il soit écrit en commun. Ouais. Donc ça, c'est pas simple parce que ça pourrait donner envie des fois de... Bah, tu sais un peu où tu vas, quoi. Toi, tu as ton cap et tu vas, et tu vas, voilà. Sans demander l'avis. Et voilà, et ça, c'est pas scope dans l'esprit. Donc il faut réussir à garder l'esprit scope et de se dire que quand tu fais une assemblée générale, bah, tu viens rendre ta copie à un collectif et que tu dois t'imposer que c'est ce collectif qui doit écrire l'histoire de demain. Voilà. C'est super, je trouve que du coup, ça apporte une belle légitimité, je trouve, à tout le monde, à l'ensemble. Ouais, oui. C'est bien. Je pense que tout le monde se sent un peu plus valorisé, du coup. Ouais, alors complètement. Pour les équipes, c'est valorisant. Ça donne un accès à autre chose, de se dire, mais en fait, je peux écrire la page d'après de mon entreprise. Et pour le dirigeant, ce que ça a d'assez chouette quand même, c'est que tu remets ton mandat en jeu. Mais si tu es réélu, c'est qu'à un moment donné, tu es légitime. Voilà. Ça te donne une certaine légitimité qui n'est pas une légitimité de fait en disant, bah, de toute façon, tu es le patron, tu es le patron. Là, quelque part, s'ils ont envie de te débouter, ils te sortent. Donc s'ils acceptent que tu restes, c'est peut-être que tu fais le taf pas trop mal. Donc voilà. C'est bien, sur les 200, je trouve, parce que ça confirme au patron qui fait bien son travail. Ouais, Eux, ils se sentent libres de c'est ça. dire qui les dirige. Exactement. C'est ça. Dans les deux sens, c'est intéressant. Dans les deux sens, c'est intéressant. La réalité des faits, c'est que tout le monde n'a pas envie de le prendre et que des fois, bah, tu es là. Vas-y, quoi, tu vois. Donc, du coup, le deuxième vrai travail du dirigeant, c'est l'animation coopérative. Ouais. Comment faire en sorte que ça ne tombe pas dans ce travers de bah, tu es là, tu y vas. Ouais. Donc, il faut réussir à faire une émulsion autour du projet. Et là, nous, cette année, on va avoir une assemblée générale particulière puisqu'on doit faire rentrer 6 nouveaux associés. Ok. Donc là, on était 6, on devrait passer à 12. Donc, t'imagines, là, Doubler, ouais. on va doubler le nombre d'associés. Donc, ils vont arriver avec des idées neuves hein, et ça va nous bousculer, quoi. En termes de fonctionnement, ouais, ça va impliquer pas mal de choses. Ah, ça change tout. Ah ouais, ça change tout. Donc, l'idée, c'est de faire certainement beaucoup plus de réunions dans les années qui viennent parce que là, en fait, on est 6 et on se connaît tous depuis... ça fait presque 10 ans qu'on est tous dans la boîte. Donc en fait, tu vois, même des fois, on fait pas de réunion, mais on se croise dans le couloir, on sait, tu vois, on sait où on va, enfin, on se l'est dit 12 fois. Enfin, là, des nouveaux qui arrivent, ça va nous obliger à remettre un cadre Ouais. autour de nos réunions. On se dit, OK, non, on se pose et il peut pas y avoir ceux avant qui savaient et ceux qui arrivent et qui savent pas encore. Il va falloir qu'on remette tout. Il faut les intégrer, il faut les former, il faut leur apprendre à lire un bilan, il faut leur apprendre parce que ce qui est difficile dans les scopes, c'est que quand tu veux donner le cap à une entreprise, c'est difficile de le délier du modèle économique. Si tu veux aller vers là, oui, mais est-ce qu'économiquement on peut y aller ou pas? Si tu n'as jamais appris à lire une entreprise économiquement, c'est hyper complexe. Donc ça impose à des équipes qui ne sont pas du tout habituées à ça, des gens qui n'ont pas forcément la fibre entrepreneuriale, de commencer à se dire, mais il faut que je comprenne mon entreprise puisque je vais assister à des réunions dans lesquelles on va décider de l'avenir de l'entreprise. Et si je veux prendre part, il faut que je comprenne les rouages, les mécaniques du juridique, de l'économique d'une entreprise. Voilà. Ce qui est bien, c'est que des fois, ça donne des vocations futures. C'est-à-dire que peut-être dans les 6 qui arrivent, il y a le futur dirigeant. Ouais, carrément. Tu vois, qui pendant 4 ans va nous laisser œuvrer, comprendre, et puis après va dire, tiens, maintenant c'est une cogérance. Eh ben, s'il y en a un des deux qui s'en va, ça me tente peut-être d'être en cogérance. Voilà. Parce que, mini parenthèse, je sais pas si tu as envie d'en parler, mais toi, tu sais si tu as prévu de partir Moi, j'ai pas prévu de rester longtemps. Enfin, quand je dis pas longtemps, je sais pas si à la fin de ce mandat, je partirai. Je pense que c'est vis-à-vis de celle qui arrive en cogérance, ce serait bien de lui laisser assez de temps pour avoir assez d'armes Oui. de gestion pour accueillir le prochain co-gérant convenablement. Je pense que ce sera ça ma copie, tu vois. Ce sera de dire, bon, OK, là, bah, pas cher plus rien, mais elle sait faire, elle a toutes les cartes. Puis en fait, elle est super déjà, donc je sens qu'avec elle, ça va. Mais tu veux partir en la laissant vraiment tranquille. Ouais, je veux qu'elle ait une sérénité dans la gestion. Et moi, de mon côté, il y a eu, je te l'ai dit, un revers économique au démarrage. Donc, j'ai monté un plan économique particulier avec un très lourd refinancement de quelques millions d'euros. Donc,
je veux aller au bout de cette copie-là aussi. Oui, OK. Parce que je sais comment je l'ai monté, je sais ce que j'en ai fait, je sais comment je le rembourse et c'est plus sympa de lui laisser un truc, Oui. tu Tu veux vois? pas lui laisser tes responsabilités. Ouais, c'est ça, Oui, bien sûr. voilà et puis, on a beau être en scope, donc moi je suis pas propriétaire d'entreprise, mais j'ai investi aussi des fonds personnels pour sauver le modèle. Bon, si je peux aussi les récupérer, c'est pas mal. Ah ouais. Je pense que, tu vois, ça mais peut-être que ça va tout ça se faire dans les mêmes temps, peut-être dans 4-6 ans, bouger, quoi. Et toi, quand tu es arrivé dans l'entreprise, c'était déjà un modèle? Ah ouais, 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 ouais. Ça c'est quelque chose qui a été mis en place par le dirigeant fondateur dès la création. D'accord. Il était défenseur de la bio et défenseur des modèles coopératifs. C'est quelqu'un qui a toujours œuvré beaucoup pour la mise en place de ces modèles, voilà. Et parce que tu me disais, du coup, alors vous êtes tous salariés associés. Oui. Salariés de qui? Eh bien, alors, on est salariés de la même entreprise. Ouais. Moi, j'en suis le dirigeant, c'est-à-dire que c'est bien moi qui signe les contrats de travail. Donc j'en ai la responsabilité juridique. S'il se passe quelque chose, c'est à moi qu'il faut emmener les oranges en prison. Mais par contre, ça reste une entreprise collective. Elle n'appartient à personne et à tout le monde. D'accord. Voilà. OK. C'est bien la SCOP qui est propriétaire, tout ça. L'entreprise n'a pas de valeur, elle ne peut pas se vendre. D'accord. Elle ne peut que se fusionner avec une autre coopérative. D'accord. Voilà, on peut pas la vendre et nous, on a décidé d'inclure notre, bâtiment. Le bâtiment est aussi dans la SCOP, donc il n'est pas dans une SCI à côté, et la SCOP, ça pourrait se faire, hein, pourrait payer un loyer et certains associés pourraient être, propriétaires du bâtiment. Enfin, on a tenté d'aller au bout du modèle et le bâtiment est aussi intégré dans la SCOP. C'est-à-dire que le bâtiment, n'a pas de valeur non plus, en tant que tel, tu vois? Il appartient au pot commun, quoi. Ah oui. Voilà. OK. Donc, ça veut dire que quand on aura fini de le rembourser, bah, l'entreprise, elle aura, des moyens d'investir, dans la bio sur le territoire de manière assez conséquente. Parce elle aura plus de loyer à payer, elle ne devra rien à personne et le dirigeant qui prendra le relais, il aura pas à se dire: «Attends, j'ai un bâtiment, qu'il faut que je récupère ou qu'il faut que je loue», bah, il prend les clés, on lui laisse les clés, on lui donne le code de l'alarme et on s'en va, quoi. Ouais, Voilà. OK. C'est bien, tout est pensé pour que tout le monde puisse travailler sereinement. Et ouais, c'est l'idée un peu de ces projets, voilà, on essaye de monter, des modèles un petit peu différents et mine de rien, on commence à être assez nombreux en France, tu vois? On est, 80 000 salariés à fonctionner en SCOP, OK. voilà, donc c'est quand même pas rien. Voilà, Depuis quand il existe ce modèle? oh là, très longtemps, c'est les coopératives ouvrières, tu vois, qui ont été montées comme ça. Donc c'est quand les premières industries ont commencé à être prises par les ouvriers, tu vois? Donc ça remonte à très longtemps et Oui. ouais. Alors c'est un système qui est très peu connu, très, très peu connu et dans les formations, à l'entrepreneuriat, on n'est pas très présent. Donc moi, faisant partie du conseil d'administration des SCOP, c'est un sujet qu'on a beaucoup évoqué dernièrement, en se disant: «Mais en fait, on est un réseau mûr et puis on est légitime, pour commencer aussi à, bah, je sais pas, à vendre du rêve à des entrepreneurs de demain en leur disant: "Mais en fait, venez voir, il y a aussi, un pas de côté possible. Vous n'êtes pas forcément tout seul à la manœuvre. Vous pouvez avoir envie de faire des choses et de l'inclure dans un collectif et ça marche et ça existe, quoi." Voilà et on est 80 000 donc vous ne serez pas tout seul parce que quand on se réunit, quand on forme des associés à devenir associés d'une SCOP, eh bien, ils font ça dans des réunions dans lesquelles ils vont rencontrer des peintres en SCOP, ils vont rencontrer des menuisiers en SCOP, ils vont rencontrer des plombiers en SCOP, ils vont rencontrer des comptables en SCOP. Tout métier, existe en SCOP et donc en fait, c'est hyper, enrichissant de se dire: «OK, qu'est-ce qui nous réunit fondamentalement?» Ce qui nous réunit, c'est les valeurs communes autour de la coopération. C'est pas le métier qu'on fait. Donc, quand nous on se réunit, eh ben, on a des vrais sujets communs qui sont pas les mêmes que des menuisiers qui se rencontrent entre eux, qui vont peut-être parler plus menuiserie que modèle coopératif ou modèle d'entrepreneuriat. Nous, on parle vraiment de ça. Comment on arrive à inclure, nos salariés à la découverte de l'entrepreneuriat, collectif. Ouais, OK. Voilà. Vous êtes animé par le principe. Ouais, exactement, par les valeurs, les fondements qui sont derrière, voilà et donc ça, c'est, une des entreprises les 3 entreprises, que j'anime, sont sur des formats coopératifs, mais OK. tous différents. OK, parce que j'allais y venir. Oui. J'allais te demander, du coup, c'est quoi les 2 autres? Les 2 autres entreprises, donc il y a une entreprise de transport, alors peut-être venant du transport, ça m'a aidé. En gros, si tu veux, pour essayer de te résumer un peu le principe, dans l'alimentation bio, dans les magasins bio, on a des maraîchers qui sont à proximité de nos magasins
et on récupère un peu de marchandises en direct avec eux, mais ça demande du temps. Il faut les appeler les uns les autres pour des quantités de légumes. Et puis on a des grosses plateformes d'achat qui sont dans les grandes villes. Pour nous, c'est Rennes. On reçoit beaucoup de marchandises de Rennes. Et tous les maraîchers qui ne peuvent pas nous livrer en direct parce que on serait saturé de nombre de commandes à passer, n'ont pas toujours non plus la capacité à livrer sur les plateformes rennaises. Donc du coup, leurs légumes vont partir loin sur d'autres plateformes, des fois à Paris. Et puis nous, on va faire venir de Rennes les mêmes produits qui vont arriver de d'autres maraîchers, qui sont peut-être sur des plus gros volumes, qui vont revenir par chez nous. Donc en gros, on s'est rendu compte que finalement, nos légumes bio, ils avaient quand même une empreinte carbone de dingue par les kilomètres qui étaient parcourus, alors qu'on avait des maraîchers de proximité, mais on ne savait pas le gérer. D'accord, ouais. Et on ne savait pas le gérer parce que là, c'est pareil, il faut prendre l'histoire. Quand tu as 3 magasins dans un département, tu ne montes pas une plateforme logistique. Mais quand tu arrives comme nous dans le Morbihan à plus de 20 magasins bio, pas que Biocoop, hein, bio, on est plus de 20 magasins, bah, ça commence à être possible de monter une plateforme commune. Voilà. Donc on a décidé de se réunir, maraîchers, magasins, dirigeants donc du coup de différents métiers, et de monter ce qu'on appelle une SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Ok. Voilà. Donc là, c'est un autre modèle d'entrepreneuriat. C'est-à-dire que là, les associés que tu as autour de la table, c'est des gens qui ont une envie de faire un projet commun sur le territoire. Il y a un intérêt collectif. Mais ils arrivent tous avec des casquettes différentes. Donc nous, c'est des producteurs. Et puis, c'est des distributeurs bio. Et donc ensemble, on va définir des règles d'entrepreneuriat, donc des règles de gestion, pour savoir qui gouverne cette entreprise. Donc l'assemblée générale, quand on est tous ensemble, on va donner le cap, un peu comme dans Mascope. Oui. On va donner le cap. Mais là, le cap, il va être différent, parce que dans Mascope, on est tous salariés de l'entreprise, donc on la vit de l'intérieur, alors que là, l'entreprise, on la vit tous de l'extérieur. Moi, j'en reçois les produits, et eux, ils en livrent les produits. Et l'activité de cette entreprise, c'est de faire de la logistique, préparer des palettes et les livrer. Donc il y a l'amont, il y a l'aval, qui doivent décider du cap. C'est vachement différent quand tu regardes une entreprise de l'extérieur. Ouais. Et donc, depuis peu, dans cette entreprise, on a des salariés. Et donc, on a un collège de salariés. Donc les salariés aussi ont leur place dans la gouvernance. Donc ça veut dire qu'il y a des gens de l'intérieur, et des gens de l'amont et des gens de l'aval qui doivent ensemble se mettre d'accord sur le projet. Et ça, ouais, et ça, je trouve que c'est peut-être encore plus enrichissant pour les projets. Parce que quand tu dois te réunir avec tes fournisseurs, non pas pour négocier, mais pour décider de ce que va être l'entreprise, alors là, c'est complexe. Et on peut se foutre sur la tronche tout pareil, hein, tu vois, mais il faut se mettre d'accord. Mais par contre, ça ouvre des perspectives différentes dans ce qu'est l'entreprise. Parce que du coup, tu vas prendre un axe d'entreprise complètement différent. Parce qu'elle sera teintée des différentes parties prenantes, qui auront leur voix, tu vois. Le modèle, il est défini pour que 40% des voix soient les producteurs, 40% des voix sont les distributeurs, 10% les salariés, et 10% c'est les partenaires. Donc c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont juste avec nous partenaires, donc le groupement des agriculteurs bio, ils sont partenaires, mais ils ont 10% des voix quand même dans le projet. Voilà. Donc ça donne des vues 360 qui sont hyper intéressantes. Et donc moi, j'ai participé à l'élaboration des statuts de l'entreprise. Donc je te jure que c'est hyper long. D'écrire les statuts de cette entreprise, c'est hyper long, parce qu'il faut écrire des règles de gestion de gens qui arrivent avec plein de points de vue, qui ont l'habitude. Pendant des années, on a bossé en tant que client-fournisseur. Et là, en fait, il faut se positionner sur associé. Donc c'est un autre niveau. Et on a mis plus d'1 an. On s'est fait aider justement de l'union des SCOP et des SIC, qui nous a aidés. Ils ont des animateurs excellents pour ça, pour essayer d'aller challenger, parce qu'une fois que tu as écrit tes statuts, c'est en dur quand même, hein. Il y a des règles, une fois qu'elles sont posées, elles sont posées. Donc pour nous aider à challenger un petit peu ce qu'on voulait y mettre dedans. Okay. C'est quoi nos règles de gestion demain, et c'est quoi le fond du projet. Voilà. Et tu vois, c'est quoi une juste répartition dans donc l'Assemblée générale va décider du cap, mais après, dans l'organe de direction, le comité de pilotage, c'est quoi une juste répartition des uns et des autres. Voilà. Bon, bah nous, on est parti du principe qu'il fallait avoir autant de maraîchers que de représentants de magasins présents.
donc deux représentants de magasins, 2 représentants maraîchers. Et puis on s'est donné comme cap, la présidence tournante. C'est-à-dire que la présidence, là, en ce moment, c'est moi qui la porte. C'est donc un magasin. Et quand je vais arriver à la fin de mon temps de présidence, c'est un maraîcher qui aura la présidence. C'est des mandats, exactement comme au SCOP. Donc j'ai un mandat de 3 ans 3 ans là. que j'ai hérité du premier président. Donc moi j'ai écrit les statuts. Le premier président a fait son début de mandat et puis il a vendu sa ferme. C'était un maraîcher, il a vendu sa ferme. Donc en urgence, on a Oui, il a fait rebattu les cartes, on s'est organisé autrement. Et donc j'ai récupéré la présidence à ce moment-là. Et donc mon mandat s'arrête fin d'année, là, donc à l'Assemblée générale début 2027, quand on fera le bilan 2026, eh ben j'en mettrai les clés au suivant. D'accord, Voilà, OK. Parce que là, je devrais être un maraîcher. c'est obligé, ouais, c'est dans le Bah, alors, en fait, on n'a pas inscrit dans le marbre, dans les statuts, que ça devrait être un maraîcher absolument. On l'a écrit dans le souhaitable. Pourquoi? Parce que imagine qu'on n'en trouve pas. Je sais pas, pour une raison ou pour une autre, tous les maraîchers nous disent, mais en fait, là, on vit une situation qui fait que non. Bah, on risque de bloquer l'entreprise complètement. Donc, à la demande de l'Union des SCOP, on l'a mis comme une intention. oui. Voilà. Quand vous pouvez le faire, vous le faites. Ouais, c'est ça. Et si on peut pas le faire, on fait. Si on peut pas le faire, bah, tant pis, on fera autrement. Mais nous, on se le fixe comme un cap obligatoire dans notre tête. Voilà, ce sera un maraîcher et ce serait bien que ce soit une ferme derrière. Parce qu'en fait, des projets qui sont trop pilotés par des distributeurs ou trop par des maraîchers, au bout d'un moment, ça donne. Enfin, moi, je pense que sans m'en rendre compte, forcément, je donne une tendance au projet. Oui. C'est logique. Ah, on est là. Ben ouais, on a nos faiblesses, hein, c'est que moi je suis jamais, dans une ferme, je suis pas les genoux dans la terre, donc il y a certainement des choses qui m'échappent et qu'un maraîcher aura, envie que le projet soit plus, axé d'une certaine manière. Tu vois, moi, un axe qui m'apparaissait important, c'était l'agréage. D'accord. Donc l'agréage, c'est, quand les légumes arrivent sur la plateforme, je pense important qu'on vérifie la qualité avant que ça parte dans les magasins. Puisque sinon, ça crée de l'insatisfaction dans les magasins de recevoir de la mauvaise marchandise. Ça leur donne pas du coup un bon regard peut-être sur le projet, ça leur donne moins envie de commander. Du coup, ils vont continuer à avoir envie de commander aux plateformes, de Rennes, alors qu'en fait, on a un outil, local de bio local. Voilà. Donc je pense que l'agréage est important. Mais c'est forcément parce que j'ai mon regard de distributeur. J'ai pas envie, moi, de recevoir une marchandise, abîmée, donc je veux qu'elle soit contrôlée avant. Donc c'est un biais, c'est un biais. Ouais. Ça apporte du plus, mais si c'est que dans un sens, ça apportera du moins. Ouais. Voilà. Donc il faut que chacun arrive un petit peu avec son regard et tous les 3 ans, 3 ans, c'est assez long pour donner un axe, sans pour autant lui donner trop de Oui. voilà. OK. Comment elle s'appelle cette entreprise? Elle s'appelle FLB, Filière Locale Bio et non pas Front de Libération de la Bretagne. Parce que c'est un peu les initiales, tu sais, Oui. le projet militant, mais Ouais. c'est Filière Locale Bio 56. Voilà, OK. voilà et ça c'est un joli bébé, c'est devenu une entreprise, donc là maintenant il y a 5 salariés. OK. Il y a deux poids lourds, enfin 2 camions, un poids lourd et un 3 tonnes 5. Une plateforme de 1000 m² pratiquement. Il y a 25 magasins qui sont livrés, il y a des cantines qui sont livrées aussi. Donc des cantines qui d'ailleurs sont passées petit à petit en 100 % approvisionnement bio. Donc l'impact sur le territoire il est extraordinaire. Enfin c'est une boîte qui fait un peu plus d'1 million, 1 million 2, tu vois là et donc elle commence à avoir, alors vis-à-vis du poids total de la bio du département, c'est pas grand-chose, mais c'est suffisant pour qu'elle soit, hem, pérenne. Oui. Voilà. Tu sens que le projet, et c'est le cas de le dire, porte ses fruits. Ouais. Ah oui. Et Ouais. Oui, totalement. Porte ses fruits bio, oui. Mais oui, 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 c'est un projet où on commence à voir les impacts, tu ouais. vois? Et le moment où on a commencé à voir les impacts, c'est le jour où on a décidé d'avoir notre propre camion. Parce qu'au début, on louait les services, enfin, on prenait les services d'un transporteur externe. C'est génial, hein, parce qu'au démarrage, tu peux pas faire autrement, tu peux pas être sur tous les pans à la fois. Mais en fait, c'est un coût à la palette et puis du coup, tu peux pas agir sur ton territoire parce que tu as pas ton outil de transport. Et le jour où tu as ton outil de transport, tu dis: «Bah, tiens, finalement, dans les magasins, on a des cagettes et les cagettes, elles finissent, par les clients récupérées pour finir dans les cheminées ou les barbecues et les maraîchers, eux, de leur côté, ils vont racheter des cageettes à 1 € la cagette. Tiens, est-ce que le camion qui passe pourrait pas les récupérer Ouais. et les ramener dans les fermes?» D'avoir un outil camion,
permet de faire beaucoup, beaucoup de choses sur le territoire. Et donc on a commencé d'abord par voilà, de la ramasse de cagettes. Et puis après, on s'est rendu compte qu'on pouvait aider aussi le projet des consignes de verre. Parce que tu vois, dans nos magasins, je ne sais pas si tu as vu le nombre de contenants en verre qu'il y a, que ce soit en bouteilles, en bocaux, en verre, etc. Ouais. Et quand tu vois le nombre de trucs qui sont cassés dans les conteneurs à verre, qui du coup vont être réchauffés pour refabriquer du verre, si on était capable de les récupérer, de les laver et de les remettre en circuit, Ouais. il y a un vrai projet. Ouais. Donc c'est des choses qui ont été abandonnées il y a des années, la consigne, hein, c'est l'histoire de nos grands-parents. Donc ça veut dire que toute la logistique autour de ça a disparu. Et donc il faut la réinventer. Et donc nous, en ayant un poids lourd, eh ben, en fait, quand on passe dans les magasins livrer des légumes, eh ben, on récupère les bouteilles et on les réamène sur une plateforme commune. Et là, il y a une autre coopérative dont c'est le travail D'accord. d'assurer la gestion du lavage du verre. Ok. Voilà. Et ils affrètent des camions et des camions qui vont dans des centres de lavage du verre. Et ensuite, ça retourne du coup chez les producteurs de bière, chez les vignerons, etc. Donc là, pour l'instant, on fait sur les bouteilles, tu vois, et ça va augmenter petit à petit. Ouais, c'est bon. Voilà. Ok. Donc l'action d'avoir un camion permet ça. Ça fluidifie d'autres projets. Donc c'est les effets de bord. Et là, dernièrement, notre bébé, bah, c'est la transformation de légumes, voilà, Ok. qui est venue s'ajouter. En fait, on s'est réunis avec d'autres acteurs de la bio du territoire. Donc c'est pas une entreprise, hein, c'est un consortium d'acteurs. On se réunit depuis 2 ans maintenant, une demi-journée par mois. Donc c'est beaucoup, c'est très lourd. Ouais. C'est très lourd d'investissement. En se questionnant sur qui on est les uns les autres et c'est quoi nos problèmes les uns les autres. Tu vois? Et apprendre à découvrir nos contraintes et comment peut-être des fois, rien que d'en parler avec d'autres acteurs, ça peut débloquer des choses parce qu'un autre a peut-être la solution à un problème qu'on a nous. Donc on a des producteurs, on a des transporteurs, puisque moi j'y arrive avec la filière, des distributeurs, des magasins, on a aussi des chefs de cuisine qui sont autour de la table, des ateliers de transformation, des ESAT. Donc voilà. Et en fait, le collectif s'enrichit au fur et à mesure. On a un cabinet comptable qui est venu nous rejoindre dernièrement et qui est aussi avec nous autour de la table. Et on discute, on n'est pas en train de discuter business, on est en train de discuter coopération sur le territoire. Comment on peut faire avancer les choses avec un projet commun qui est la bio et l'emploi. Voilà. L'insertion. Et donc, dans ce projet, on a abordé les cantines du territoire. Les cantines du territoire nous ont dit, mais en fait, nous, la bio, ça nous intéresse. Pas de problème avec ça. Mais ça fait longtemps qu'on n'a plus d'outils de transfo dans les cantines. Tu vois, la cuisine centrale de Lorient, ils livrent 4000 repas par jour. Et ils sont 25. Donc, en fait, ce qu'ils font, c'est de l'assemblage. Et enfin, je ne jette pas la pierre, c'est l'histoire qui a emmené à ça, c'est une conséquence. Et donc, comme ils sont 25 pour faire de l'assemblage, quand nous, on arrive avec des carottes bottes du territoire toutes fraîches, nickel, bah, c'est bien sympa, mais emmène-moi de la carotte râpée, je peux en faire quelque chose, emmène-moi de la carotte botte et je ne peux rien en faire. Donc, en fait, on a souvent pensé que la bio était refusée par les cantines, c'est peut-être que l'offre n'était pas en adéquation avec la demande. Voilà. Et donc, on s'est dit, mais finalement, on a un camion. On a des magasins, et moi, dans mon magasin, j'ai une boucherie, donc j'ai un laboratoire de transfo. On a des acteurs de transfo sur le territoire, notamment l'ESAT à Hennebont, qui est un super lieu de transfo. Si le camion allait dans les fermes, récupérer les légumes, et quand il nous livre, nous, nos légumes de magasin, il nous livre en même temps des légumes à transformer. Et il fait un deuxième passage quelques jours après, et récupère des légumes transformés et les livre dans les cantines. Ça veut dire qu'on peut livrer aux cantines de la carotte botte et non plus de la carotte, de la carotte râpée et non plus de la carotte botte. Et du coup, on a tenté la copie d'aller voir les cantines en leur disant, OK, et si demain on vous emmène de la carotte botte? Eh ben venez, les portes sont grandes ouvertes. Et donc on a répondu à un appel d'offres tous ensemble, voilà, en se disant, on tente un truc fou parce que il va falloir qu'on apprenne à bosser ensemble. Et alors là, tu vois, donc c'est des coopératives qui se regroupent pour monter un consortium. Donc là, on est sur des niveaux d'acteurs qui doivent discuter ensemble qui est assez complexe. Ouais. Et donc, on a répondu à un appel d'offres et on a obtenu l'appel d'offres. Et donc, on doit livrer là, dans l'année 12 tonnes de légumes transformés.
Donc ça veut dire que c'est 12 tonnes qui peut-être n'auraient pas été en bio ou peut-être pas en bio local. Et donc ça permet d'agir sur le territoire tous ensemble. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Et donc ça, c'est, tu vois, les moyens des uns viennent, des coopératives des uns viennent se greffer avec les moyens des coopératives des autres. Et ça, c'est ce que permettent un peu les projets d'entrepreneuriat collectif. Ouais. C'est qu'on a, comme on est tous à la tête de coopératives, on a l'habitude de bosser ensemble, soit avec nos équipes directement, soit avec nos fournisseurs. Donc ça le fait pour nous de se réunir autour d'une table et de bosser avec des gens qui sont eux-mêmes entrepreneurs, mais on va bosser ensemble des projets nouveaux de coopération. C'est notre ADN, quoi. Voilà. Donc ça, ça offre des nouvelles perspectives. Voilà. Toujours plus de collaboration, c'est. Ouais, des collaborations, de la robustesse. Parce qu'en fait, il n'y a pas un acteur seul qui mène tout ça. Il y a plein de producteurs, plein de transformateurs, plein de distributeurs. Donc, s'il y en a un dans l'eau qui a un peu moins de temps parce qu'il est pris par des difficultés chez lui, eh ben, on se relaie, on avance, on est d'autres chefs d'entreprise et on sait bosser ensemble et on bosse des business qui ne sont pas des business personnels. Donc, c'est différent. On est vraiment dans un esprit d'action sur le territoire avant tout, quoi. Du coup, il doit y avoir quand même une pression, mais j'imagine qu'elle est un peu plus positive parce que. Alors là, elle est très positive. Je te rejoins, elle est hyper positive. C'est enthousiasmant, mais de dingue. Par contre, tu te fais vite avaler. Ouais. Parce que, en fait, les projets s'arrêtent jamais. Puisque comme tu rejoins un collectif et que ce collectif, des fois, va rejoindre un autre collectif encore plus gros parce qu'il y a un autre projet super, tu vas arriver dedans et tu vas dire: «Oh, allez, je rentre dans un petit groupe de travail, c'est pas grand-chose». Et puis ce groupe de travail devient presque une entreprise à part entière. Tu vois, là, on était censés se réunir pour discuter une demi-journée et en fait, maintenant, on livre 12 tonnes de légumes. Enfin, donc ça bouffe du temps, quoi. Et c'est le problème du temps. Voilà. Oui, c'est ça qui manque. On n'est pas investi dans une entreprise, on est investi dans un territoire. Ouais. Voilà. Et quand on s'investit dans le territoire, on s'investit partout où ça peut faire agir le territoire. Donc on sort au bout de 10 ans avec 15 000 projets, 15 000 entreprises. Là, tu vois, j'en pilote 3 en direct, mais en plus de ces 3 en direct, je t'ai dit tout à l'heure, je suis dans le conseil d'administration des SCOP, mais je suis aussi dans les Biocoop du Pays de Lorient. Ça s'appelle les 7 épis, c'est une entreprise qui s'appelle les 7 épis. Je suis investi aussi dans le conseil de surveillance. Bon, parce que c'est des entreprises avec qui on a des partenariats forts et à un moment donné, ils nous disent: «Tiens, on aimerait bien ta place dans la gouvernance pour nous aider à réfléchir». Au début, tu dis: «Bon, OK, ça va me prendre 2 heures par mois sur une réunion». Puis en fait, ouais, c'est un nouveau, c'est un nouveau tunnel et c'est ça un peu et comme tu l'as dit, c'est tellement enthousiasmant on a des fois du mal à sortir des projets en disant: «Bon alors, j'arrête ce projet-là». Non, parce qu'on a envie de le voir évoluer, on a envie de le voir grandir, on a envie de voir les bébés que lui-même va faire naître comme nouveaux projets. On a envie de découvrir les entrepreneurs qui, du coup, vont sortir de ça et mener des projets de territoire. Enfin, voilà, c'est un peu sans fin. Ouais. Puis en plus, du coup, j'ai pu comprendre que tu dors peu. Et en plus, je dors peu. Voilà, je dors peu, donc ça me rajoute trop de temps de travail certainement. Parce que du coup, alors on peut y venir, il y a une troisième entreprise. Il y a une troisième entreprise que je mène beaucoup en direct, qui s'appelle ARB Mab. Donc là, c'est un format associatif. Donc c'est une association, mais c'est une entreprise. Il y a 5 salariés aussi. Et donc là, le projet était un peu différent. On s'était réunis avec les magasins du territoire en se disant, donc c'était en 2022, et on s'était rendu compte que nos modèles économiques allaient très certainement être mis à mal. On sentait que la conjoncture tournait un peu. Et on s'est dit de l'année suivante, il va falloir qu'on commence à travailler, à piloter nos charges plutôt que notre marge, parce que la marge va être stable, voire baisser. Donc si on n'est pas vigilant sur nos charges, on va avoir un vrai problème. Et un des leviers, c'est de se rendre compte qu'en fait, tous nos magasins, ils sont un peu cousins germains, tu vois? Biocoop, c'est pas une franchise, hein, c'est un réseau d'indépendants. D'accord. On est tous indépendants. Donc moi, je mène mon entreprise, qui s'appelle La Belle Saison, donc Abels. Les 7 épis à Lorient, c'est leur entreprise et on a chacun nos politiques d'entreprise. Même si les deux magasins s'appellent Biocoop. Oui. En fait, on s'appelle pas Biocoop. Moi, je m'appelle La Belle Saison. D'accord. Eux s'appellent les 7 épis et on est adhérents au réseau Biocoop. C'est un réseau d'indépendants, donc on est adhérent au réseau. Et donc comme on est adhérent au même réseau, on a des valeurs communes, fatalement, et on a défini tous ensemble, parce que le réseau a 40 ans,
on a défini tous ensemble un cahier des charges commun, des règles communes, parce qu'on a envie que quelqu'un qui arrive dans notre magasin puisse se dire les yeux fermés, je prends un truc, ça répond aux mêmes valeurs que le magasin Biocoop d'à côté de chez moi, même s'il est à l'autre bout de la France. Donc il faut qu'on ait quand même un cahier des charges qui ne se limite pas à être celui de la bio, parce que c'est autre chose. On a envie de rentrer dans des entreprises où il y a plein de règles communes, sociales, sociétales, écologiques, économiques, etc. Donc voilà, il y a un socle qui est hyper fort. Et tous les ans, on a une assemblée générale, et donc là, on se réunit. Tu vois, c'est encore un autre format de coopérative, qui est le réseau d'indépendants. Donc c'est un autre format. Et on se réunit à 800. Et donc là, on doit, à 800, voter des règles communes. Donc là, moi, je fais partie d'une commission. Alors, de par mon passé, c'est la commission informatique dans laquelle je suis investi. Et donc, dans la commission informatique, on est 8 à travers la France. Et on détermine ce qui semble être pour nous des règles importantes dans le réseau. Voilà, des évolutions par rapport aux tendances du marché, par rapport à plein de choses. Et on va proposer des résolutions d'assemblée générale. Et en assemblée générale, soit on va se faire débouter parce que c'est pas mûr, parce que ça correspond pas, parce que personne n'en veut, parce que plein de raisons. Ou alors au contraire, ça va donner un nouveau socle commun au réseau d'indépendants qu'on est, le réseau Biocoop. Voilà. Donc c'est encore une autre vision, tu vois, du fonctionnement collectif. Mais c'est hyper passionnant de monter ces projets-là. Et donc, comme on a un cahier des charges commun et des chartes communes, nos magasins se ressemblent. Et je pense, c'est ce qui peut donner l'illusion que c'est une franchise et qu'il y a un patron tout-puissant. Il n'y a pas de patron tout-puissant, il n'y a pas de patron chez Biocoop. On a monté Biocoop SA. Donc la Biocoop SA, c'est une entreprise dans laquelle on a nos plateformes. On a 4 plateformes communes pour nos achats. On a des acheteurs, on a du service marketing commun, on a des gens dans les plateformes qui bossent, on a une centaine de poids lourds, des chauffeurs. Donc ça représente 1500 salariés, et à la tête de cette entreprise, il y a un directeur général. Mais il pilote Biocoop SA, il ne pilote pas nous, on est indépendants. Oui. Et le réseau fait 7000 salariés, il n'est pas à la tête de 7000 salariés, il pilote l'ASA qui est au service, alors pas des magasins, mais au service du projet. Oui, Voilà. ouais. Donc en fait, il y a un conseil d'administration, donc c'est 12 personnes qui sont des gérants de magasins, des directeurs de ferme, et qui ensemble vont piloter la structure et nous aider à garder le cap que l'Assemblée générale a décidé, et qui du coup vont donner la feuille de route au directeur général pour sa partie Biocoop SA. En disant, voilà, au sein de Biocoop SA, ta feuille de route, c'est ça. Ok. Voilà. Et donc, malgré tout, je pense que d'un point de vue extérieur, quand quelqu'un rentre dans un magasin Biocoop, il se dit, tiens, c'est une franchise, ça se ressemble beaucoup. Oui. Bon, c'est comme ça. C'est la difficulté de vouloir être indépendant et en même temps de vouloir avoir une marque commune. Tu vois, la barrière est quand même fine. Oui. Voilà. Donc, pour en revenir à RB Mab, on a cette idée qu'il va falloir peut-être trouver le moyen de mutualiser de l'emploi dans nos magasins, en se disant on a des services pour lesquels on fait appel à des prestataires. La prestation extérieure, ça a un coût, c'est normal, hein, c'est comme ça. Le prestataire, il a ses charges et sa vie d'entreprise. Mais nous, peut-être que si on mutualisait les choses en commun, on pourrait baisser nos charges. Et donc, on décide de gérer sur 2 pans particuliers le service hygiène et qualité dans nos magasins, parce que les services d'hygiène dans nos magasins, c'est... t'imagines que quand tu fais de la production alimentaire pour un territoire, tu es en stress du matin au soir pour te dire j'ai pas envie que quelqu'un tombe malade de la bouffe qui est faite et que je vends dans mon magasin. Donc, et plus tu vas être un gros magasin et plus tu vas faire de la production, plus le stress augmente. Tu vois, quand tu fais un rayon boucherie par exemple et que tu sers de la viande, je peux dire que tu as envie d'être sûr que tout est clean. Et donc on a des besoins d'encadrement forts au niveau de l'hygiène. Et donc souvent, on fait appel à des prestataires qui viennent auditer régulièrement nos magasins. Est-ce que vous êtes au niveau, quoi? Est-ce que toutes vos équipes remplissent bien toute la traçabilité? Est-ce que vos protocoles d'hygiène sont bons? Est-ce que les plans de nettoyage sont bien faits, etc. Parce qu'on a vite fait de ne pas se rendre compte de prendre des habitudes, parce qu'on est sur des commerces et que ça va vite, et que des fois, on en oublierait qu'il y a un document hyper important à remplir, parce que si demain il y a quelqu'un de malade, sans ça, on est incapable de tracer ce qui s'est passé. Et on peut laisser une épidémie arriver juste parce qu'on a été négligent sur la traçabilité. Donc ce service est là pour nous aider à être toujours au top niveau des règles. Et donc souvent c'est des prestataires externes, et nous on s'est dit nos magasins se ressemblent, donc on peut faire un plan commun et embaucher en commun.
Voilà. Et puis on a aussi, des besoins informatiques qui se ressemblent parce qu'on est des commerces, bio, alimentaires, on a des caisses, des écrans tactiles, des bureaux en magasin qui passent des commandes. Enfin, c'est tellement semblable qu'on peut très bien avoir des services informatiques communs. Et donc on a monté aussi une structure d'informatique, d'infogérance pour gérer nos parcs informatiques matériels, logiciels en commun. Voilà. Et donc, pour, la forme juridique, là on s'est dit: «Bon, on va faire simple, c'est, le plus rapide à monter, c'est une asso» Mmh. et on voulait faire une asso sans président. Pas de bureau, on peut. OK. Voilà, donc, la préfecture a validé nos statuts, on s'est fait accompagner d'un cabinet d'avocats pour monter les statuts et on a des cercles, de des cercles de métiers, donc, secrétariat, comptabilité, relations extérieures, ressources humaines et des dirigeants qui sont dans les différents cercles. D'accord. Voilà. Et c'est ça qui représente, la gestion, de l'entreprise. OK. Voilà. Donc c'est une vraie entreprise, 5 salariés, un bilan, ça fait, alors c'est pas du tout dans les mêmes proportions que les autres, mais ça fait 300 000 à 400 000 € de chiffre d'affaires quand même. Donc, tu vois, on a quand même des comptes à rendre, à l'État. On a, voilà, la TVA, tout ce que tu veux. On a une vraie vie d'entreprise, mais son modèle, c'est une association. Voilà. Donc c'est un autre format coopératif Oui. d'association, Oui. voilà, avec tout ce que ça a de fragile, parce que ça demande, de réussir à motiver des dirigeants de manière bénévole pour la coopération. Et c'est fragile parce que, un dirigeant de magasin quand son magasin est en croissance, il est pas disponible et quand son magasin est en crise, il est pas disponible. Voilà. Donc c'est pas bien. Pour les investir sur un projet extérieur, c'est pas simple. Voilà. Et ça va? Vous en sortez quand même? Ouais, ça me demande moi trop de temps. J'ai du mal à trouver assez de monde autour et donc là, la question qui se pose maintenant, c'est, vu le niveau de maturité qu'on a atteint, puisque c'est une entreprise maintenant qui rend service à 120 magasins. Combien de temps elle existe? Elle existe depuis 3 ans. D'accord. 120 magasins, Bretagne, Pays de Loire, Normandie, tu vois? Donc c'est quand même, ça commence à faire un très gros maillage. Mais la question se pose, c'est est-ce qu'on continue à être sur de la gestion bénévole? Ou est-ce qu'on passe sur, on met tous un billet et on embauche, un directeur de structure? Voilà. Donc là, on est sur ce moment de débat et de discussion. Voilà. Et c'est pas simple parce que tu es sur une structure que tu mutualises, que tu mets en place pour mutualiser tes coûts et tu dis: «Il va falloir que je mette un billet pour, l'encadrer». Ça c'est presque antinomique. Donc voilà. Oui, du coup. Donc il faut trouver la juste mesure et puis, on n'a pas tous la même utilisation de cette entreprise. Certains ont utilisé les 2 services, d'autres qu'un seul, donc tu vois, tout le monde n'a pas le même regard, sur, combien on est prêt à y investir de temps ou d'argent, Ouais, voilà. Mais c'est un bon niveau de maturité quand on arrive à ce genre de questions, je pense. bien sûr. Voilà. C'est un peu paradoxal, mais c'est la force et la faiblesse, j'ai l'impression, du fait de travailler autant en groupe. Bah, ouais, Il y a autant de points de vue différents tellement. et du coup, autant de points de vue différents à confronter aussi, du coup, Complètement. Ouais. ça donne une vision périphérique. Ça crée des temps longs, souvent. Mais c'est possible que ça permette, des, niveaux de maturité plus élevés. Oui, Parce que tu as débattu et tu as confronté beaucoup plus. voilà. Quand tu es chef d'entreprise seul, des fois, tu dis: «Bon, j'y vais et bon choix, mauvais choix, de toute façon, j'en parle avec qui?» Oui, Tu vois? Ça des fois, l'isolement du chef d'entreprise, c'est connu, hein, oui. tu vois? Heu, pour l'anecdote, donc là, si on reprend la scope, Ouais. dans mon magasin, il y a, on a mis en place un modèle un peu particulier de salariat. C'est-à-dire que chaque salarié qui y bosse choisit son temps de travail et nous propose les jours où il peut travailler. D'accord. Parce que, on estime que, c'est toujours mieux de venir travailler les jours où on est vraiment en capacité de venir travailler. Et on sera plus efficace. Bah, ouais, alors déjà, on sera plus efficace, c'est plus pérenne dans le temps aussi. Je pense qu'on arrive, j'y reviens, mais on est toujours plus efficace quand on travaille parce qu'on en a envie, plutôt que de subir Mais les contraintes. ouais, je te rejoins. Ça peut que, accroître Mmh, même la productivité en soi. complètement et donc en fait, l'entrepreneuriat, ça peut se vivre, tu vois? Dans toutes ces formes-là qui sont toutes mal connues, toutes.
Quand tu vas être chef d'entreprise, on va te parler: «Est-ce que tu veux monter une SA, une SARL, une SAS? Est-ce que tu veux?» C'est ça qu'on va te poser comme question, c'est ton format juridique et puis souvent, on va te parler de, associé unique, on va te dire avec qui tu fais rentrer des fonds et donc tu vas être dans une relation de: «Tu as mis des sous, tu m'aides». Mais on est rarement, en train de te parler du concept de coopération. Mmh. Voilà Mmh. et moi je souhaite qu'on arrive à ouvrir ce sujet, qui correspond peut-être pas à tout le monde, mais il y a peut-être des gens qui n'osent pas entreprendre seuls Ouais. et qui vont se dire: «Ah mais en fait, il y a d'autres trucs Il qui existent y a des solutions. et sur le territoire, il y en a déjà plein». Ouais. Donc tu vois, je sais pas du tout quel est le niveau de ton audience, géographiquement, mais je me dis, dans le territoire du Morbihan et de la Bretagne, heu, des coopératives, il y en a plein, 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 plein et elles attendent que ça, de présenter ce qu'elles font, enfin moi je suis bavard, mais on est tous bavards comme ça quoi. Parce qu'on a envie de Ouais. raconter ce qu'on vit, OK. tu vois? Ouais, 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 carrément. Et dans ce format-là, par exemple, dans le cas de la SCOP, Mmh mh. alors est-ce c'est un statut juridique au même titre que SARL, SPSK? On est une SARL, D'accord. coopérative, voilà. D'accord, c'est un peu une sous En fait, c'est pas un format juridique en soi. Un format juridique, on est SA, SAS, SARL, mais c'est un modèle de gouvernance qui est reconnu par l'État, la SCOP et qui du coup a, des avantages fiscaux qui sont liés, à son format, et puis on a des répartitions, de richesses qui sont liées aussi à ce format-là. On doit avoir, 25 du résultat qui sont redistribués aux salariés, tu vois? Donc il y a voilà. Il y a des modes de fonctionnement qui sont très particuliers pour les formats SCOP, heu, mais on reste avant tout d'un point de vue, statutaire, on est une SARL. d'accord. Et du alors en termes d'investissement dans l'entreprise, comment ça se passe? Alors quelqu'un qui devient, associé chez nous, heu, il n'a pas de rond à mettre. Oui. Par contre, comme nous, on sort d'une période complexe économiquement, les banques nous ont demandé d'avoir un petit capital collectif. Donc, on est obligé d'avoir 5 000 € de capital chacun dans l'entreprise. Et donc, ce capital, on le récupère avec le résultat. Donc, quand on fait de la participation en fin d'année, la redistribution aux salariés se fait équitablement. Et ceux qui sont associés, s'ils n'ont pas atteint leur capital de 5 000 €, ben c'est sur la participation qu'on vient récupérer. D'accord. Ce qui fait qu'on limite à 0,5 du salaire, ce qui est récupéré pour monter tous les mois au capital. Donc c'est vraiment très infime. L'impact sur le pouvoir d'achat du Oui. quotidien, il est vraiment très, très limité. Et après, c'est vraiment sur le résultat qu'on vient récupérer. OK. Voilà. Et c'est du coup, le seul investissement, c'est ces 5 000 €. Ces 5 000 €, c'est une part, c'est 100 parts à 50 €. Elles vaudront toujours 50 €. Que l'entreprise Moi, mon magasin fait 3,5 millions d'euros. Demain, il en fera 4, la part vaudra toujours 50 €. Et si je m'en vais, bah, je vais récupérer mes 100 parts à 50 €. Je vais récupérer mes 5 000 €, ni plus ni moins. D'accord. On ne s'enrichit pas sur ce qu'on a mis comme capital. C'est vraiment un capital qu'on constitue collectivement. Et mon risque, il est plutôt inverse, c'est que si l'entreprise fait du négatif, du négatif, du négatif et a bouffé tout son capital, eh bien, c'est la valeur de la part qui va être soit diminuée, soit à zéro. Et donc, si je décide de sortir à ce moment-là, eh bien, on va me dire: «Bah, ta part ne vaut plus que 25». Donc je peux partir avec moins, mais je peux jamais partir avec plus. OK. Voilà. OK, ouais. Donc et c'est le seul investissement. Personne n'a besoin d'acheter l'entreprise, quand je vais passer les associés, quand ils vont décider de leur prochain, dirigeant, le dirigeant, il va prendre, la place. Oui. C'est tout. OK. Mais en échange, il ne peut pas non plus repartir avec, une fluctuation de dingue, tu vois? On sait qu'on met rien, mais on repart pas non plus avec un magot. Voilà, on est au clair avec ça. OK, ouais. Oui, Voilà. c'est logique finalement, Ouais, c'est plus correct, quoi. oui, Voilà, c'est ça. moralement même, je pense. Ouais, c'est ça. Oui, bah, soit c'est dans les 2 sens, voilà. Soit tu injectes, tu récupères, soit c'est ni l'un ni l'autre, quoi. Mais Bien voilà, sûr. ouais. Et alors la question, qu'on pose habituellement aux entrepreneurs qui viennent ici, c'est en termes de chiffre d'affaires, combien Mmh. tu pèses? Mmh. Heu, Ah oui, OK. ton cas est un peu particulier du coup, Oui, parce que déjà tu as 3 entreprises oui, et en plus elles fonctionnent toutes sur un modèle coopératif. oui, ouais. Mais du coup toi, combien tu génères en réalité du coup, Bah, le magasin fait 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires.
L'entreprise de transport fait 1 000 000, là, cette année, elle va faire 1,4 million, 1,5 million. La boîte de prestation, de mutualisation fait, un peu plus de 300 000. Ok. Voilà, grosso modo. Et puis après, il y a les projets, annexes, mais là, tu vois, j'y suis moins investi, donc c'est pas du chiffre d'affaires qui m'est, imputable Oui. Ok. directement. Il y a un projet, dont je t'ai pas parlé, Ah, un autre projet, un autre modèle, coopératif qu'on a créé et de celui-là, dans quelques années, c'est moi qui vais en avoir la présidence, parce qu'on est en présidence tournante. Alors je te le présente, c'est, le projet Concarbio. Donc c'est les magasins Biocoop de Concarneau. d'accord. Donc les magasins de Biocoop de Concarneau, parce que dans le réseau Biocoop, on peut avoir comme nous des modèles coopératifs, mais on peut aussi être, des entreprises SARL traditionnelles. Rien n'impose dans le réseau Biocoop d'être en format coopératif. D'accord. C'est un C'est un choix. Il y a un magasin qui est à vendre, tu le rachètes, tu le passes sous bannière Biocoop parce que tu as envie de participer, fortement au réseau d'indépendants, du territoire bio. Tu y vas à fond, il n'y a pas de problème et tu revends à la fin, tu revends à la fin et on est OK avec ça, c'est le deal depuis le départ dans le réseau, enfin depuis presque le départ dans le réseau. Concarneau, il y avait 2 magasins qui appartenaient donc avec une holding au-dessus, qui appartenait à une dirigeante et elle décide de les mettre en vente et nous, on s'est dit: «Bah tiens, et si on en faisait de ces 2 magasins une aventure coopérative?» Ok. Et donc moi, par mon magasin, les magasins de Lorient et puis les magasins de Brest, qui sont une coopérative aussi à part entière, on a racheté les 2 magasins et on les a mis à disposition des salariés en leur disant, eh bien, on va inventer ensemble un modèle coopératif et à la fin, nous, on repartira. On veut juste récupérer les centimes qu'on a mis dedans. Voilà, ça a coûté tant pour acheter les magasins. On repart avec la même somme, mais au centime près. On s'enrichit pas dessus. Et autant que possible, on perd pas de sous si on peut. Mais voilà, un peu comme nos habitudes, quoi. Oui. Au pire, on perd, au mieux, on retrouve l'équilibre. Oui. Et du coup, ça veut dire que ces salariés, du coup, se retrouvent potentiellement associés du futur projet demain, donc futurs dirigeants de l'entreprise, sans avoir besoin d'injecter de fonds. Ok. Voilà. Donc c'est un format juridique, donc c'est les COP loi 47, c'est une COP de COP, coopérative de coopérative. Ouais, ok. Voilà. Parce que les associés sont des coopératives Oui. avec leurs dirigeants qui viennent siéger. Ouais. Et donc la présidence est tournante. Donc là, la première présidence a été assurée par la coopérative de Brest. La présidence actuelle vient d'être prise par la coopérative de Lorient et son dirigeant, Michael. Et moi, je récupère dans 3 ans la présidence. Voilà. D'accord. Donc là, c'est passionnant parce que c'est encore une autre aventure. Et là, on est vraiment sur de la transmission. Ouais. Et puis, on est sur du lobbying coopératif. En gros, c'est ça. C'est une entreprise qui n'était pas coopérative, on la rachète et on la transforme en coopérative et on récupère nos sous à la fin. Ouais, Voilà. c'est trop bien ce que j'allais dire. On creuse toujours plus dans la collaboration et dans la coopération. Ouais, c'est ça. Tu disais, c'est une coopérative de coopération. Ouais, c'est ça, c'est le COP de COP. Voilà. Ouais, non, c'est super intéressant. Voilà, donc c'est un nouveau format. Et pour les salariés, au début, ça a été un peu. Enfin, quand on est arrivé, on a été un peu accueillis avec de la suspicion. C'était clairement, les salariés nous ont dit, mais vous venez chercher quoi? Ouais. Tu vois? Et nous, on leur a dit: «On vient chercher une coopérative de plus, c'est tout. On vient, voilà, on vient œuvrer parce qu'on a envie qu'il y ait des coopératives sur le territoire. Il y a une opportunité d'en créer une nouvelle. On vient pour ça, mais c'est tout, en fait. Nous, on n'en sera pas les dirigeants, là, on en est les dirigeants actuels. On a embauché un directeur, hein, qui fait son travail de directeur et nous, on a une supervision de projet. Oui. Voilà. Mais il y a bien un directeur qui est en place. Lui, les salariés et lui et les équipes, parce que c'est bien lui qui a la manœuvre, ils seront, les associés de demain, de cette coopérative. Voilà. Et nous, normalement, dans les 5-10 ans, on n'en sera plus qu'un siège, un siège de peut-être une minorité de blocage pour éviter que le format change et que ça reste toujours une coopérative, peut-être un truc comme ça. Ouais. Tu vois? Ça veut dire peut-être que pour ne plus être parce qu'on pourrait imaginer un jour qu'ils votent, je sais pas, de ne plus être coopérative, on ne sait jamais. Mais peut-être qu'il leur faudrait 100 des voix pour faire ça et que nous, on sera toujours présents. Voilà, Oui, tu vois? Un truc comme ça, je oui. pense. Pour que le fond du projet soit là. Mais par contre, c'est tout ce qu'on veut garder, quoi. Le reste, il faut que ça devienne une vraie entreprise autonome avec son projet de territoire, Ok. voilà. Alors, rappelle-moi la précédence de ça, tu l'as récupéré en combien de temps? Oh là, c'est 2029, 28, Ok. 28, 29, quoi. 28, 29, Voilà. ok. Parce que ton mandat en 4 ans de dirigeant, Ouais. depuis combien de temps tu l'as?
Belz, j'ai eu 2021 pour le magasin de Belz 2021, donc 2025 jusqu'à 2029. Voilà, donc on verra. Ça va se... Ça va se jouer. Donc si, en fait, ce ne sera pas moi le dirigeant Carbio, le président, ce sera le magasin. Donc si Oui. c'est plus moi au magasin, bah, c'est pas moi là-bas non plus. Oui, Ce sera les prochains. d'accord. Voilà. Donc si moi je refais un deuxième mandat, parce que comme je te le disais, peut-être dans les 4 ans, ça sera un peu juste, et ben peut-être que ce sera une des fonctions que j'assurerai pour peut-être que laisser sur place la nouvelle équipe de Bells s'animer. Et moi, je serai peut-être plus présent sur d'autres projets, on verra. Tu vois, la force de cette scope, moi, enfin, tous les jours, je suis reconnaissant des associés avec lesquels je travaille parce que ils ont pris la décision que 80% de mon temps de travail, c'était sur des projets extérieurs. C'est-à-dire qu'on est dans une relation de confiance qui est géniale. C'est-à-dire qu'ils ne me jugent pas sur le fait que je suis quasiment jamais au magasin, que j'ai quasiment jamais le temps de leur raconter ce que je fais, mais quand je les croise, je leur raconte plein de trucs de tout ce qui se passe et ils voient que ça bouge. Voilà, et ils voient que ça bouge et ils se disent: «OK, dans notre entreprise, on permet ça sur le territoire». Voilà, et tu vois, je viens ici sans avoir la boule au ventre de me dire: «Ouais, ben, pendant ce temps-là, je suis pas en train de leur faire croire que je travaille en bougeant des cartons dans un». Non, j'ai pas besoin de faire semblant. Ils savent que si je suis ici, c'est parce que, bah, je viens présenter des choses, je viens défendre des choses et que peut-être ça va, tu vois? Peut-être que c'est cet échange qu'on a là aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui vont, c'est une graine nouvelle qui va germer et voilà, et donc je me sens à ma place, en venant te voir aussi, quoi, tu vois? Voilà. Ah, c'est génial, en vrai. Je voulais te demander aussi, avec toutes ces entreprises-là, nous, c'est notre sujet, comment tu gères ta com, ta communication? Ah oui? Mmh. Voilà, comment tu t'y prends, toi? C'est quoi tes leviers? Explique-nous un peu. Alors, différent dans chaque. Ouais. Déjà, tu te doutes, la SCOP, elle a 2 casquettes. Elle est adhérente au réseau Biocoop. Donc par là, on a on va dire le marketing commercial, il est beaucoup assuré par le réseau. Parce que 800 magasins qui vendent des produits un peu de la même manière, on essaie d'avoir des affiches en commun, on essaie d'avoir, voilà, toutes nos publications communes. Ça, c'est principalement assuré par le réseau. Mais nous, on a nos valeurs fortes, ce qu'on fait sur le territoire, qui on est, les projets qu'on mène, et cetera. Et donc on a en interne, une collègue dont c'est un peu le dada. Donc elle a des heures détachées pour assurer la com. D'accord. Et ponctuellement, on peut faire appel à des intervenants extérieurs, quand on a eu besoin de faire une refonte de notre logo, notamment, parce on avait envie. Bah, tu sais, l'ancien dirigeant est parti, nous on prend la place. Bon, bah, tu as envie d'avoir ton identité visuelle, c'est normal, hein. Oui, C'est pas que tu rejettes ce qu'il a été, c'est que tu as envie d'être toi. Et donc on s'est dit: «Beh, si on veut créer ce logo autrement que juste le patron qui invente son truc dans son coin, il faut qu'on fasse, bouillonner, l'intelligence collective». Et donc on a fait appel à une personne dont c'est la force, elle est capable de faire travailler l'intelligence collective. Donc en gros, moi, ma copie, ça a été de lui dire, «Je veux qu'on refonde l'identité, mais c'est tout. Je t'en dis pas plus». Et elle a su, manœuvrer avec l'équipe, le format coopératif, le mode de fonctionnement, et le logo, il est arrivé, poussé par l'ensemble. d'accord. Voilà. Donc ça, c'est pour la scope, c'est une personne en interne, le réseau pour la partie market, et de temps en temps, des intervenants extérieurs. Et on a fait appel à Elodie pendant un temps, qui a travaillé avec nous, qu'une alternante, dont la mission, c'était comment on peut communiquer sur la bio aux jeunes d'une vingtaine d'années, qui ont l'impression qu'on est des mangeurs de graines, dans des magasins qui coûtent hyper cher, réservés aux darons, quoi. Tu vois? Et là, en fait, c'est de leur dire: «Ça peut être autre chose». Et donc elle avait cette mission. C'était réussir avec ses moyens à elle, de parler à sa génération et de montrer que c'est aussi autre chose, et que c'est aussi des entreprises qui agissent pour le territoire, et qu'on agit aussi pour la génération d'après. Mmh. Voilà, Mmh. voilà. Ça, c'est pour... Ça, c'est pour la SCOP. Pour l'entreprise de transport, on fait appel au service marketing des très grosses structures qui sont déjà inclus dans le projet. Notamment, les 7 épis à Lorient, 150 salariés, 8 magasins. Ils ont un service com interne, donc ils délèguent un peu d'heures de temps en temps. Biogolf, les magasins Biocop de Vannes, même chose, ils ont 4 magasins, ils ont une structure un peu plus grosse, donc ils font appel. Donc là, c'est une structure où c'est principalement, la sauce interne, tu vois? Mmh. Et puis, l'association,
Là, c'est compliqué. On n'arrive pas tellement à mobiliser, la com, on ne sait pas trop comment faire, c'est pas évident. En plus, on n'a pas vocation à aller chercher du public extérieur puisque c'est interne, sauce Biocop, tu vois? C'est Oui. pour les magasins du réseau et uniquement du réseau pour le moment. Mais du coup, personne n'y met vraiment tout le temps du temps parce qu'on essaye de détacher un peu, les chargés de com des uns et des autres, mais c'est pareil, ils peuvent y détacher que une fois de temps en temps 1 heure et puis après ils ont plus. Donc nous, l'équipe de salariés, ils ont fait vachement changer, vachement évoluer les trucs et voilà, on est dans un néant là, de com. On est dans un néant de com. On sait pas trop comment faire et du coup les magasins souvent nous disent: «Mais il faut nous dire qu'il se passe ça, dans cet asso» et bah oui, mais on sait pas trop, comment faire. Ouais. Voilà et qu'on n'a pas les moyens à allonge donc c'est pas simple. Ouais, ouais, je comprends. Mmh. OK, d'accord. Est-ce qu'il y a, toi, des choses qu'on n'a pas abordées, que tu aurais voulu qu'on aborde? Non, 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 non. Moi, c'est pas mal, je trouve déjà. Voilà, je pense que j'ai essayé de te délivrer un peu tous les différents aspects, projets, d'entrepreneuriat qu'on mène, que je mène, et qui m'animent au quotidien, qui me bouffent, toutes mes heures, mais qui me font aussi vivre, tu vois? Et puis, qui me donnent, de l'énergie. Tu sais, quand je regarde mes enfants, je me dis: «Ben, je suis content d'œuvrer sur le territoire dans lequel ils sont, d'un point de vue entrepreneuriat, modèle d'entrepreneuriat, d'un point de vue bio, voilà, leur laisser une copie plutôt sympa du territoire, quoi. Ouais. Voilà. C'est trop intéressant parce que là, on a découvert moi, c'est une découverte pour moi, ces modèles d'entreprise. Ah bah, super. C'est pas du tout, ça m'intéresse énormément. Je pense qu'il y a des gens qui vont se reconnaître, je pense. Ouais. C'est important, je trouve, dans la société actuelle, d'autant plus. Et ben Les collaborations, les activités. peut-être que, au sein de mon réseau, peut-être en avoir d'autres qui je leur parle de toi et puis ils viennent raconter leur manière de voir ça aussi Ouais, et que ça tu vois? Et ben, je leur proposerai. Ça me ferait plaisir. ouais, bah, ça nous ferait plaisir. Ouais, bah, super, Nickel. Bah, écoute, merci beaucoup, Benjamin, avec plaisir. pour tout ça. Si toi aussi tu veux venir parler de ton affaire, nous raconter ton histoire, contacte-nous en DM ou en mail. T'attends quoi? Rejoins l'élite.